Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. Voilà, la saison cycliste sur route 2020 est terminée, elle a pris fin ce dimanche avec le Tour d'Espagne qui s'est achevé à Madrid. Alors déjà, première bonne nouvelle, c'est que la saison cycliste a pu se dérouler quasiment dans son intégralité, ou tout du moins avec une grande partie des courses importantes du calendrier. Et ça déjà, quand on voit à quel point la situation est difficile un peu partout dans le monde, c'est déjà un petit peu une bonne nouvelle. Dans cet épisode de Chasse Patate, on va revenir justement sur cette Vuelta qui a été remportée par Primož Roglič, qui fait le doublé, vainqueur en 2019, vainqueur en 2020. C'est d'ailleurs, pour la petite anecdote, le premier coureur à conserver son titre sur la Vuelta depuis Roberto Heras, qui avait gagné en 2003, 2004 et 2005. Et pour parler de cette Vuelta, pour revenir un petit peu sur ce Tour d'Espagne, je suis avec nos deux spécialistes du groupe Eto. Brice, pour commencer, salut Brice. Bonjour à tous. T'as bien supporté les couleurs de la Movistar, hein? Je pense qu'on va en débattre on va en discuter durant ce podcast, mais nous comptons que Enric Mas soit à la 5e place. C'est le minimum qu'il a pu faire. C'était ton favori en tout cas quand on avait essayé de présenter un petit peu ce Tour d'Espagne. Le favori de notre autre consultant de ce soir, Anselme, c'était Thibaut Pinot. Anselme, bonsoir. Alors, c'était pas un très bon choix, décidément, Thibaut Pinot. Bonsoir, et aucun souvenir de ce choix-là. Ça me rappelle rien. Non, il a déçu, mais son jeune compère de la FDJ a porté haut les couleurs de l'équipe, donc ça sauve un peu le Tour Et mon pronostic valait pour une doublette. Je me rattrape comme je peux, je m'accroche aux branches. Donc non, mais c'est dommage pour Pinot, mais il reviendra. Et on en parlera justement des Français à la fin de ce podcast, mais d'abord on va se concentrer sur donc le classement général, les principaux coureurs, avec donc Primož Roglič et Richard Carapaz qui occupent les deux premières positions de ce Tour d'Espagne 2020. Maintenant vous savez tout, attention au départ, chasse patate, c'est parti! Alors pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, petite question toute simple. Ce Tour d'Espagne, cette Vuelta, comment est-ce que vous l'avez trouvé, Anselme? J'ai bien aimé, pour moi c'était une très bonne Vuelta, très plaisante à suivre, même si l'ambiance autour, avec notamment cette dernière semaine, où nous de notre côté on était en confinement, était un peu bizarre, l'ambiance un peu même automnale avancée. Mais pour autant, au plan de la course, on a eu du suspense, une jolie bataille, donc une très belle Vuelta. Et c'est peut-être, pas le retournement sur le Tour de France en fait quand même le grand tour le plus sympathique à suivre, même si sur la longueur, la Vuelta nous a tenu en haleine plus souvent. Et pour moi, de mon point de vue, le grand tour que j'ai le préféré suivre sur cette saison si particulière. Brice, de ton côté, comment t'as suivi un petit peu cette Vuelta? Qu'est-ce que t'en retiens? Cette édition 2020, ça a été une bonne édition. Personnellement, pas ma préférée, sachant que la Vuelta, c'est mon grand tour préféré, on va dire, chaque année. Mais encore une fois, elle n'a pas déçu. Elle a offert un beau scénario, des beaux mouvements de course. Donc, une belle édition de la Vuelta qui a pu au moins se terminer. On pouvait présager l'arrêt de la course lié à la situation sanitaire, aux conditions météo. Hormis le Tourmalet qui a été... donc on est parti sur le plan B pour rejoindre la station de Formigal. Tout s'est déroulé parfaitement, donc bravo. Donc au final, plutôt positif cette Vuelta. Ah oui, bien sûr. Plutôt positif, et à l'image de ces dernières saisons, la Vuelta reste un grand tour qui offre et du suspense et des beaux moments sportifs avec de l'enjeu. Donc encore une fois, la Vuelta, chapeau. Et pour toi Brice, est-ce que comme Anselme, la Vuelta c'était le meilleur grand tour de cette saison 2020? Oui,
Oui. Alors effectivement, le retournement de situation sur le Tour de France, sportivement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Giro, quoi qu'on en dise, même s'il a été haletant jusqu'au bout, il n'y a pas eu cette émulation, et on en a déjà parlé au sein des podcasts Chasse-Patate. Il n'y a pas eu cette émulation, peut-être à défaut, parce qu'elle méritait amplement d'être sur le devant de la scène. Mais la Vuelta, voilà, moi je ne détournerai jamais ma passion pour la Vuelta. Alors donc, parlons un petit peu du classement général, de la lutte pour la victoire finale, qui s'est un petit peu résumée entre deux coureurs qui se sont échangés le maillot rouge tout au long de cette Vuelta. Primož Roglič d'un côté, Richard Carapaz de l'autre. Au final, ce sont les seuls coureurs qui ont porté le maillot rouge. Et donc, c'est Primož Roglič qui s'est imposé, comme on l'a dit déjà précédemment. Pour lui, pour le Slovène, c'est un peu le point d'orgue de sa saison, après un Tour de France qu'il a perdu sur le fil aux derniers instants. Oui, effectivement, le point d'orgue. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la performance du Slovène cette année. On la décrit, on la critique parfois, parce que peut-être que c'est il survole la concurrence, enfin il survole. En tous les cas, il domine, il gagne outrageusement, donc ça a peut-être tendance à énerver et à éveiller des suspicions. On en lit quand même pas mal par-ci par-là, mais sportivement, c'est juste extraordinaire ce que fait le coureur slovène cette année. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on ait des doutes ou non, force est de constater qu'il est là et que physiquement et mentalement, ce qui vient de sortir cette saison, on parle uniquement de cette saison, on peut revenir en 2019 où c'était également monstrueux, et puis les années encore d'avant où il y avait des frémissements très sérieux sur les Tours de France, notamment en 2017, 2018, et puis encore une fois le Giro en 2016. Mais là, cette année, chapeau, présent du début jusqu'à la fin de la saison, il gagne quasiment partout, fait preuve d'un calme, d'une sérénité. Évidemment, il est très bien entouré par son équipe, mais je pense qu'on ne mesure pas assez la performance du coureur, parce que les à côté, un petit peu, prennent parfois le dessus sur le sportif. Entre guillemets, il est tellement fort qu'on ne le remarquerait pas assez. Ouais, un petit peu le syndrome de celui qui gagne, qui énerve et qui agace, et donc on ne mesure pas à sa juste valeur la performance qu'il réalise. Évidemment, on peut comprendre des réactions un petit peu défiantes, mais avant toute chose, c'est juste, moi je suis assez marqué par la performance de ce coureur en 2020. Il gagne partout, on a l'impression qu'on a dans son équipe, c'est une valeur sûre. Voilà, on peut même plus les courses passent, vous pouvez quasiment pas se tromper, on ne doute plus du coureur, donc c'est très fort, c'est très fort. Anselme, quel regard tu portes sur cette Vuelta de Primož Roglič? Moi, contrairement à lui, je dirais pas que c'est le point d'orgue de sa saison, parce que comme il l'a dit, il est bon très souvent, donc une victoire, aussi belle soit-elle, c'est pas forcément le point d'orgue. J'aurais plutôt tendance à pointer le chrono de la planche des belles filles sur le Tour, ou alors Liège-Bastogne-Liège, qui est une course où on l'attendait pas forcément, et qui sont, je pense, deux moments en termes de retombées, d'intensité, qui sont pour moi au-dessus de sa victoire de la Vuelta sur sa saison. Après, sa Vuelta, elle est parfaite dans le sens où il a été quand même bien mis en difficulté par Carapaz. Son équipe a parfois montré des plus grosses lacunes que sur le Tour, avec des équipiers qui sautaient, notamment Bennett régulièrement plus tôt que prévu. Et malgré ça, on l'a jamais senti autant à la dérive que sur le Tour de France. Il a toujours su calmer, et notamment sur la dernière étape de montagne, où à un moment, il a une trentaine de secondes quasiment de Carapaz, et avec un peu d'aide des Movistar, au final, il arrive à finir plus fort et à garder le leadership de la Vuelta. Sur la Vuelta, c'est pareil, il n'a pas fait la meilleure que sur le Tour. Il allait chercher sa victoire en accumulant aussi des victoires d'étape, en faisant des écarts là où il pouvait, et en grappillant des bonifications qui auront eu plutôt de l'importance dans sa victoire finale. Donc je pense que cette Vuelta, de Roglič, c'est un exemple on va dire de réussite de ce qu'est gagné un grand tour. Par contre, je pense que c'est bien pour lui qu'elle ait fait que 18 étapes, parce que quand on voit la forme qu'avait Carapaz et comment on avait l'impression qu'il devenait de plus en plus fort,
Et je pense qu'avec 3 étapes de plus, dont une de montagne, le résultat aurait pu être bien différent pour Primož Roglič. Alors, on va quand même préciser que pour le coup, les étapes les étapes qui manquent par rapport au parcours qui avait été annoncé en janvier de cette Vuelta, ce sont les étapes néerlandaises. C'était un contre-la-montre et 2 étapes de plat. Donc, c'était pas des étapes de montagne. Mais en effet, est-ce que Primož Roglič semblait de plus en plus prenable au cours de cette Vuelta ? Bah pour moi, oui. Enfin, déjà, dès l'étape de l'Angliru, il montre qu'il a des limites. Et si à l'Angliru, Carapaz n'est pas exceptionnel, puisqu'il finira derrière notamment Enric Mas ou Hugh Carty, Roglič, là, il montre ses limites. Alors que sur les premières étapes de la Vuelta, je me suis dit, bon, si c'est Roglič du Tour de France, on va pas avoir beaucoup de suspense, tant il avait semblé fort sur les premières arrivées en altitude. Dès l'Angliru, il montre ses limites. Carapaz, à contrario, on sent qu'il progresse, un peu en difficulté sur l'Angliru, et sur la Covatilla, monstrueux. Donc, pour moi, ils avaient des courbes de forme un peu croisées, et c'est ce qui a permis d'avoir ce niveau si proche tout au long du Grand Tour. Je suis assez d'accord sur un petit peu les courbes croisées de forme entre Primož Roglič et Richard Carapaz. Pour moi, il y a une étape clé. Anselme mentionnait l'Angliru. Pour moi, c'est celle de la Farapona. Évidemment, il y a l'Angliru le lendemain, donc les leaders peut-être par précaution essayent de la jouer un petit peu en réserve sur la défensive sur cette étape-là, le samedi, où c'est quand même les montagnes russes. C'est vraiment l'étape où un peu marathon, où il y a eu un enchaînement de cols assez conséquent. Je trouve que c'est cette étape qui a été clé. Roglič, à mon avis, a été prenable et on a pu le voir sur les derniers hectomètres de l'ascension. Et la Jumbo-Visma a endormi tout le monde lors de cette étape. Il y a eu, ils ont roulé à leur train, ils ont imprimé le rythme, personne n'a pris les initiatives. Et à mon avis, s'ils s'avaient bagarré, si le train avait été un petit peu enrayé par alors Ineos ou alors Richard Carapaz seul ou la Movistar ou je ne sais quoi, ou je ne sais qui, pardon, peut-être que Roglič aurait montré certaines limites sur cette étape-là. Et à mon avis, elle est assez clé parce que la Jumbo-Visma a réussi à faire passer une journée plutôt tranquille, entre guillemets, à leur leader slovène. Alors là, j'ai un petit peu 2 éléments de réponse qui peuvent apparaître un petit peu dans vos réponses. J'ai Anselme qui dit que la Jumbo-Visma était moins forte que prévu. Et toi, Brice, tu nous dis que sur cette étape de la Farapona, notamment, la Jumbo-Visma a su imposer un faux rythme pour faire croire aux adversaires de Roglič que le Slovène était bien. Au final, est-ce que la Jumbo-Visma a aidé Primož Roglič à gagner cette Vuelta, ou est-ce que Primož Roglič a été en difficulté parce que son équipe était moins forte ? Alors, que la Jumbo-Visma ait été moins impériale qu'on a pu le voir sur le Tour de France, certes. Après, qu'elle ait aidé Primož Roglič à gagner sa Vuelta, assurément. Elle a été quand même très présente à ses côtés, moins impériale que sur le Tour de France, mais à un niveau tout à fait performante pour mener son leader jusqu'au maillot rouge et jusqu'à la victoire finale à Madrid. Mais du coup, au final, Primož Roglič, qu'est-ce qui a pu faire qu'il était autant en difficulté alors qu'on l'avait vu très, très serein au final, presque sur le Tour de France ? C'est le fait que sa saison elle a quand même été assez longue au final ? Ou c'est que Richard Carapaz a été le plus fort Quasiment, Mathieu, tu as résumé peut-être les 2 points. C'est vrai que Primož Roglič est sur la brèche depuis le mois d'août et le break entre le Tour de France et la Vuelta, qui était quasiment similaire à une année traditionnelle, c'est-à-dire sans un calendrier remodelé, on avait quasiment un mois, c'est ce qu'on a généralement sur une année, sur une saison dite normale. Il a vraiment pas chômé, quoi. C'est-à-dire qu'il est présent au championnat du monde. Au passage, il gagne un monument qui est peut-être la course la plus réputée parmi les monuments. Non, il a absolument pas chômé. Ensuite, il se rend en Espagne, etc. On laisse sous-entendre que Tom Dumoulin pourrait être le leader. En fait, absolument pas. Donc finalement, encore une fois, il tient la baraque Jumbo-Visma sur un grand tour. Certes, c'est pas 21 étapes, c'est 18.
mais costaud de tenir toute cette période-là sans avoir un vrai break, comme on pu connaître des coureurs comme Richard Carapaz n'a pas été très présent non plus, Enric Mas n'a pas été très présent, enfin tous ces protagonistes et ses concurrents directs ou moins directs pour le classement général. Et Richard Carapaz, on le rappelle, était à l'origine prévu sur le Tour d'Italie. Pour le Giro, donc des niveaux de préparation, de forme un petit peu différents sur le Tour de France. On peut laisser supposer que Richard Carapaz sur le Tour de France n'avait absolument pas les compétences et la forme pour combattre avec les meilleurs. Ça s'est bien vu. On a senti qu'il montait en pression sur la dernière semaine. Ça s'est vérifié en prenant plusieurs échappées et en menant Kwiatkowski à la victoire notamment. Donc deux préparations complètement différentes qui amènent au mois d'octobre, voire même jusqu'au mois de novembre, des états de forme, une ascendante et l'autre plutôt descendante. Anselme, de ton côté, comment tu analyses un petit peu cette victoire de Primož Roglič et son niveau qu'on a vu un petit peu moins fort, évidemment, quand je pense que l'argument de Brice sur l'étalement de la saison et puis même son format raccourci, un peu bizarre, a joué énormément. Si je devais avancer une autre possibilité, ça pourrait être le temps, parce qu'on sait que la Vuelta a eu lieu plus tard que d'habitude, et donc sur des températures plus fraîches, et notamment c'est à Formigal où il a montré ses premiers signes de faiblesse, qui s'est couru sous la pluie. On a vu régulièrement les coureurs avec des rallonges aux bras, aux jambes, donc ça veut dire qu'il fait vraiment plus frais que d'habitude, et c'est une caractéristique qu'il faut prendre en compte. Donc c'est possible que Roglič ait plus de mal quand il fait plus froid et qu'il préfère la chaleur. Après, je sais pas du tout si ça le gêne lui ou pas, mais c'est le seul autre argument que je vois, hormis l'étalement de la saison, parce que oui, tous ses autres rivaux avaient une saison encore plus courte que lui et étaient beaucoup moins souvent sur le devant de la scène. Donc pour moi, c'est vraiment la forme avant tout la longueur de la saison qui a joué sur la forme. Si on devrait résumer, est-ce que Primož Roglič a fait la course qu'il fallait pour lui avec son niveau, ses capacités et son équipe ? La course parfaite. Ouais, non. Il pouvait rien faire de mieux et il aurait pu se rater, donc bien joué à lui. Et en face, Richard Carapaz, lui, s'incline pour seulement 24 secondes. Est-ce que Carapaz a fait du mieux qu'il pouvait, ou est-ce qu'il y a certains moments où il aurait pu insister un peu plus, attaquer de plus tôt, tenter davantage ? On peut toujours dire ça après, mais il y a rien que l'étape de l'Angliru, on voit qu'il a attaqué, mais il a eu du mal sur la fin, donc on peut se dire que s'il avait attaqué plus tôt sur d'autres étapes, pareil, on pourra vu l'écart à la fin, on pourra lui reprocher d'avoir été un peu, j'ai même pas envie de dire attentiste, parce qu'il a quand même pas mal attaqué, Formigal, la dernière étape où il a vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une attaque aussi, on va dire, tranchante, où on sent le coureur se donner vraiment à fond sur 5 km de montée quasiment, ou un peu moins. Mais on sait que c'est les bonifs qui permettent à Roglič de gagner. Et avec la pointe de vitesse de Roglič, en fait, il aurait fallu que la Ineos s'arrange pour qu'en fait, il y ait toujours 3 coureurs qui aillent en échapper et qui prennent les bonifs. C'était le seul moyen parce qu'après, Carapaz, il a fait ce qu'il pouvait. On a senti qu'il finissait très très bien cette Vuelta. Et pour moi, c'est un coureur qui ne doit pas avoir de regrets parce qu'il a fait la course pas parfaite, mais quasi parfaite. Brice, avant qu'on parte vraiment sur les bonifications, qu'est-ce que tu dirais un petit peu sur la course de Richard Carapaz ? Alors d'un point de vue canapé, oui, on peut se dire qu'il aurait pu faire plus. Mais comme dit Anselme, c'est toujours plus simple à dire du canapé. Exactement. Ça se joue à rien. Peut-être qu'actuellement, il refait la course dans sa tête en disant que peut-être par-ci, par-là, il aurait pu. Mais on peut faire confiance au regard de son attitude. On peut faire confiance à Richard Carapaz pour se dire qu'il a fait le maximum pour essayer de mettre en difficulté Primož Roglič et d'essayer de remporter cette Vuelta. Mais juste que je retiendrai de Richard Carapaz, c'est sa manière de courir qui fait grand bien à l'équipe Ineos Grenadier. Il y a une page qui se tourne avec Christopher Froome et Richard Carapaz incarne, je trouve,
un bel avenir pour cette équipe Ineos Grenadier, avec des coureurs qui en veulent, peut-être un petit peu plus basé sur l'offensive, avec un profil un petit peu différent des grands leaders de la Sky qu'on connaissait avant. Donc je trouve que c'est assez intéressant pour Ineos sportivement et pour nous en tant que fans, suiveurs, téléspectateurs de cyclisme. Je trouve qu'un coureur comme Richard Carapaz qui lutte pour remporter les grands tours, c'est que du bonus pour le spectacle et pour le sport en général cycliste. Ce Tour d'Espagne 2020, il s'est joué donc à 24 secondes d'écart entre Primož Roglič et Richard Carapaz, 24 secondes d'écart à l'avantage du coureur slovène, mais si on regarde les secondes de bonification qu'ont pris ces deux coureurs, ça change un petit peu la donne, puisque Primož Roglič a pris 32 secondes de bonification de plus que Richard Carapaz. Si on enlèverait ces secondes de bonification prises au cours des 18 étapes, ce serait Richard Carapaz qui aurait remporté cette Vuelta pour 8 secondes d'avance. Ma question, Anselme, Brice, est-ce que ça a encore du sens d'avoir des bonifications aux arrivées d'étapes sur les grands tours? On sait que c'est revenu sur le Tour de France il y a quelques années, c'est présent également sur la Vuelta, également sur le Giro. Est-ce que ça a du sens véritablement d'avoir des bonifications sur un grand tour? Moi, j'aurais tendance à dire non. À une époque, j'aurais dit que ça jouait pas sur le classement général. Bon, la Vuelta me donne tort, mais globalement, ça reste assez rare qu'un grand tour se joue aux bonifications. C'est vrai que justement, d'ailleurs, d'après GCN, Global Cycling Network, c'est la première fois depuis le Giro 83 que ça arrive. C'était à l'époque Giuseppe Saroni qui avait devancé Roberto Vicentini, donc c'est sûr que ça remonte un petit peu loin quand même. Mais pour moi, l'intérêt des bonifs sur un grand tour, elle peut venir en début de grand tour, quand il n'y a pas eu encore de gros écarts. Et ça peut permettre sur un grand tour qui commence par des sprints massifs de voir un peu une valse de maillot de leader, histoire de voir bouger le classement. Mais une fois qu'on arrive en montagne, je vois pas un énorme changement. Sur le Tour de France, les sprints bonifs qui sont ajoutés en haut de certains cols n'ont pas grand intérêt. Les favoris n'y prêtent pas un grand intérêt. Et en soi, mettre des bonifications en haut des cols, ça donne pas plus envie aux favoris de jouer l'étape, parce qu'on a toujours autant d'échappés qui peuvent aller au bout. À la rigueur, ça, je sais pas, pour moi, c'est pas vraiment, mais un argument qui est parfois avancé, c'est de se dire ça va moins pousser certains à attaquer, parce qu'ils se disent qu'il suffit d'aller gagner l'étape pour prendre 10 secondes sur un autre des favoris. Donc, pour moi, ça n'a plus vraiment de raison d'être sur les grands tours. C'est un artifice qui n'est pas nécessaire au suspense, à la course et pour désigner le vainqueur, même si cette Vuelta est spécifique, particulière, donc pour moi, elle rentre pas totalement dans mon argumentaire. Je la mets, elle a une place à part, et dans le grand tour en général, les bonifs, pour moi, c'est pas forcément. Ça a plus d'intérêt sur des courses d'une semaine, comme le Pays Basque ou le Tour de Catalogne, par exemple. Ce genre de choses qui va jouer vraiment à pas grand-chose. Mais sur un grand tour, il y a tellement d'aléas autres, tellement de possibilités de course, que les bonifs ne sont pas nécessaires plus que ça. Brice, de ton côté, comment est-ce que tu vois les bonifications sur les grands tours? Je sais qu'il y a pas mal de personnes sur les réseaux sociaux notamment qui disent que au final Roglič il gagne grâce aux bonifications, donc c'est pas lui qui mériterait de gagner cette Vuelta. Alors si on lit et qu'on dit que Roglič ne méritait pas sa victoire sur la Vuelta, c'est un petit peu gros. On est tous d'accord pour dire ça. En fait, j'y vois pas d'inconvénient, et si elles sont enlevées, ça changera pas fondamentalement les scénarios. Il y a une chose qu'on peut se dire sur cette Vuelta qui est un petit peu particulière. Est-ce que par moment, le fait d'avoir des bonifications à la fin, est-ce que ça a pu tuer certaines échappées? Ça, c'est l'éternelle question. C'est vrai que des coureurs qui peut-être ne sont pas des leaders, qui ne sont pas forcément très en forme, qui savent qu'ils ont une bonne pointe de vitesse, je sais pas, on peut prendre le cas de Primož Roglič,
ça avait peut-être intérêt à enterrer les échappées pour essayer de glaner quelques secondes au sommet. Mais voilà, j'ai envie de dire que ça fait partie des caractéristiques d'un grand tour. Les coureurs ne s'en émeuvent, je ne sais pas où s'en émeut, pas trop. En tous les cas, ils ne remettent pas forcément cela en cause. Il y a un point, Anselme l'a mentionné, c'est les points bonus sur le Tour de France, qui est à mon sens une très bonne idée. Alors, soit mal positionné, soit les scénarios de course un petit peu cadenassés de la grande boucle font que c'est pas pertinent ou percutant. Pour le moment, ça ne l'est pas, mais je trouve que c'est une idée qui est assez intéressante à pousser. Peut-être enlever les bonifs sur les arrivées et à multiplier ces bonifs en cours d'étape. Ça pourrait être aussi une solution, pourquoi pas. Si on devait un peu résumer, faire une question un petit peu plus globale sur la présence de ces bonifications, est-ce qu'il faudrait les garder ou est-ce qu'il faudrait les supprimer, en tout cas sur les grands tours? Anselme, toi, tu semblerais plutôt partant pour les supprimer. Ouais, totalement. Le vainqueur d'étape, il a des points déjà. Et Roglic, il a gagné plein d'étapes, il est maillot vert. Et pour moi, gagner une étape, c'est différent du général. Et si tu gagnes plein d'étapes, tu as le maillot vert. Mais pour gagner le général, c'est pas que gagner des étapes. Sinon, c'est les sprinters qui ont le maillot de leader. Donc, pour moi, c'est différent. Et donc, je pense que je suis partisan de la suppression des bonifications. Brice, de ton côté, si tu devais faire un choix, tu sais pas trop, mais si tu devais faire un choix, on te dit, on garde, on enlève? Moi, je serais plutôt partisan de les garder. C'est une récompense supplémentaire pour le vainqueur. Donc, je serais partisan de les conserver. Et partisan également de développer ces points bonus sur les grands tours en cours d'étape. Je trouve que c'est très haletant si c'est utilisé efficacement. Après cette petite parenthèse bonification, on va revenir à la Vuelta avec le troisième coureur de ce podium qui s'appelle Hugh Carty. Hugh Carty qui a 26 ans, tout simplement sort la plus grande performance de sa carrière. Son meilleur résultat sur un grand tour jusque-là, c'était 11e du Tour d'Italie 2019. C'est la bonne surprise, la grande surprise de cette Vuelta? Oui. C'était un très bon grimpeur. Et aujourd'hui, il est passé du très bon grimpeur au, on va dire, pas forcément potentiel vainqueur de grand tour, mais on va dire du perturbateur et du prétendant au top 5 sur le prochain grand tour. Il avait déjà fait quelques bonnes performances, même en début de saison sur le Tour de la Provence, où il avait notamment fini au Ventoux avec Vlasov, qui est aussi une des révélations de cette saison. Mais de là à le voir jouer le podium, et même à un moment on s'est dit pourquoi pas la victoire, ça c'est une surprise, une vraie surprise, d'autant que chez IF on attendait d'autres coureurs. Les circonstances de course ont fait que c'est lui qui était le seul en capacité de jouer avec les meilleurs. Et après, il faut voir. Moi, je reste très mesuré sur cette Vuelta parce que je me répète, mais elle est particulière. Du coup, c'est une performance qui nécessitera, on va dire, confirmation sur un autre grand tour. Mais clairement, là, il a fait un très très bon grand tour. Il finit 3e au final. Donc, il a son podium de grand tour. Si ça donne suite à rien, il aura fait son podium de grand tour. Et puis, s'il continue à performer à ce niveau-là, il aura déjà son podium de grand tour. Donc, on peut espérer le voir plus se donner pour la victoire. Et ça lui fait au moins une solide base en termes d'expérience pour continuer par la suite. Brice, ce petit Hugh Carty, il est quand même sacrément costaud, même s'il n'en a pas l'air physiquement. Hugh Carty, il est quand même assez étonnant. Tu t'attendais à ce qu'il prenne la 3e place de cette Vuelta? Je sais pas si tu te rappelles, Mathieu, quand on avait fait le podcast d'intro sur la Vuelta, on a cité certains protagonistes qu'on souhaitait voir animer la course et on avait parlé de Hugh Carty. On avait parlé de Hugh Carty en disant que c'était un coureur qu'il fallait peut-être suivre parce que il pouvait avoir des résultats intéressants. On avait en tête, je pense tous, son étape victorieuse sur le Tour de Suisse 2019 au milieu de la neige. Là, c'était superbe, une épopée assez incroyable, très solide. Il avait été quasiment tout seul toute l'étape.
Exactement. Il était vraiment très costaud. Mais attendre Hugh Carty, jouer avec les meilleurs, performer sur les chronos, gagner au sommet de l'Angliru, s'il vous plaît, sommet de l'Angliru, et finir sur le podium. Chapeau. Surprise, très grosse surprise. Je pense que personne ne l'attendait là. Il n'y en a qu'un seul c'est Jonathan Vaughters, son manager, directeur sportif, qui n'est pas surpris. Évidemment, c'est son coureur, donc il sait mieux que nous. Mais en tous les cas, il était il avait de fortes attentes qui se sont révélées justes à travers son coureur britannique. Mais honnêtement, très grosse révélation. On en a eu sur chaque Tour de France, sur chaque grand tour cette année. La Vuelta n'a pas échappé à la règle. 26 ans, premier podium de grand tour pour Hugh Carty. Est-ce qu'il a emballé le public ? Pas sûr, mais en tous les cas, il a fait une Vuelta hyper costaud. Et bravo à lui en tous les cas. Alors, pour finir un petit peu sur le classement général de cette Vuelta, on va parler de l'équipe Movistar. L'équipe Movistar qui place 2 hommes dans le top 10 du général, avec Enric Mas 5e et meilleur jeune, maillot blanc, et également Alejandro Valverde 10e. On a également Marc Soler 18e qui a remporté une étape. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le seul coureur qui a gagné cette année pour Movistar. Il y a eu pas mal de critiques, de débats autour de la performance, de la tactique de cette équipe Movistar. Vous, comment est-ce que vous analysez cette course des Movistar ? Moi, je vais dire décevant aussi. Globalement, ils avaient une équipe assez homogène, on va dire. Ils avaient de quoi perturber la course. Et j'ai en tête notamment l'étape où ils roulent toute la journée. Ils roulent très fort dans le final pour ensuite faire attaquer Marc Soler. Ils l'ont fait plusieurs fois. Bah ouais, mais là, il y a un tellement gros groupe devant. Il fait un effort énorme pour revenir. Déjà, face à Gaudu, la première fois, c'est ce qui s'était passé. Il avait fait des efforts, boucher un trou. Et dans le final, il est trop juste. Là, c'est pareil. Donc, autant l'utiliser comme un relais pour Enric Mas. Enric Mas, il a déjà fait podium de grand tour. Le maillot blanc derrière, il avait quand même un peu de marge. Donc, autant tenter. Pour moi, ils n'avaient rien à faire. Ils auraient dû essayer. Je pense qu'ils auraient dû essayer aussi avec Valverde de dynamiter la course pour Enric Mas, qui, à mon sens, a eu un comportement trop suiveur. Si ce n'est, même dans l'Angliru, il a attaqué. Mais l'Angliru, c'est pas forcément le meilleur moment pour faire des grosses différences. Et je pense qu'ils auraient dû jouer sur leur collectif pour tenter des choses à plus grande échelle. Surtout quand on voit que justement, très vite, Ineos, il n'y avait plus personne pour Carapaz et que la Jumbo avait tendance à de temps en temps un peu flancher. Brice, toi qui espérait un bon résultat d'Enric Mas et qui au final pas trop déçu de cette 5e place du Catalan, est-ce qu'il y a quand même des éléments à sauver pour l'équipe espagnole ? Anselme il a vraiment bien résumé ce qui s'est passé pour la Movistar sur ce Tour d'Espagne. Ils avaient un effectif solide qui pouvait perturber la course. Ils avaient plutôt bien démarré avec un beau fait de course sur la 2e étape, victoire de Soler. Moi, personnellement, je me suis dit que les choses allaient rentrer un petit peu dans l'ordre. Ils ont leur victoire d'étape. Ils vont pouvoir chasser le général tranquillement en se mettant tous à la planche pour Enric Mas. Alors, il y a 2 choses. Soit ils vont continuer et perpétuer cette habitude de venir avec ce triptyque, un trio, pour soit le classement général, le classement par équipe, soit pour essayer d'avoir des leaders de rechange, etc. C'est bon, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas l'année dernière avec les autres coureurs, que ce soit Quintana, Mikel Landa. Ça ne marche pas forcément mieux cette année avec Mas ou Soler, avec évidemment Valverde. Et Enric Mas, alors soit il n'y avait pas forcément le niveau des tout meilleurs, mais Enric Mas qui, il y a 2-3 ans, était un coureur prometteur, un peu chien fou, qui attaque, qui quitte à tout perdre, un petit peu sur le modèle Alberto Contador, qui est un petit peu son coureur, son idole. On avait un coureur qui avait ces promesses-là, et puis finalement, comme dit Anselme, il est dans le registre de suiveur
voire même complètement absent des débats. Et si on va vers un Enric Mas qui court comme ça, c'est très décevant. Alors peut-être qu'il n'avait pas forcément le niveau, donc il était au rupteur derrière et très bien pour lui. Mais si c'est un Enric Mas comme ça, c'est un petit peu décevant. Par contre, si on l'a en pleine capacité de ses moyens, etc., le fait de le voir porter à l'attaque, il peut être plus intéressant et du coup amener du fil à retordre à ses concurrents. Anselme, tu voulais dire quelque chose, hein? Je vois Brice dire un peu de mal d'Henrik Mas, donc je vais le rassurer. C'est aussi la première année Henrik Mas où il fait 2 grands tours, et des 2 il finit 5e. Bien sûr. C'est le seul avec Roglic. Bon, Roglic un niveau au-dessus, mais à finir dans le top 10 des 2 grands tours. Donc en soi, ça montre quand même qu'il a des bonnes capacités de récupération, et que c'est porteur d'espoir pour moi. Ça montre qu'il a quand même la capacité d'être leader de grand tour. Et donc si là, il y a un peu de déception, je me dis que tout n'est pas perdu. Et comme le dit Brice, plus tard on peut le voir porter à l'attaque. Maintenant qu'on va dire qu'il a pris un peu de caisse. Et il y en a pas assez rare. Les coureurs qui font des top 2, top 5, en plus c'est même pas top 10, c'est 2 top 5 sur les grands tours. Et donc je pense que j'ai été un peu dur tout à l'heure, mais pour moi c'est un des bons coureurs de grand tour qui a déjà confirmé son potentiel. Et donc de mon point de vue, Henrik Mas, on le verra un brin au-dessus dans les autres années. Maintenant, qui sait qu'il est capable d'enchaîner les grands tours à très bon niveau. Tu vois, Anselme, j'ai senti plus à l'aise et performant sur la 3e semaine du Tour de France que tout au long de cette Vuelta. C'est pour ça me laisse un petit peu un goût d'inachevé. C'est vrai que cette 3e semaine sur le Tour, on a vraiment l'impression qu'il montait en puissance et qu'il était capable de rivaliser avec les tout meilleurs. Et là, pour moi, sur une Vuelta comme ça, alors évidemment, c'est 2 grands tours dans une saison particulière, donc peut-être que il faut savoir réguler son état de forme, mais il doit être devant un Dan Martin par exemple. Voilà, s'il fait podium, je dis que c'est excellent. Là, voir top 5, derrière Hugh Carty, Dan Martin, je me dis qu'il avait il a le potentiel pour faire mieux. Voilà, et donc ça laisse ce petit goût d'inachevé. Et vu qu'il n'a pas été très démonstratif sur cette Vuelta, évidemment, on l'aura dans d'autres circonstances, dans d'autres grands tours, et il sera plus à son avantage. Si on devrait résumer un petit peu pour Movistar, est-ce que l'avenir, en tout cas sur les classements généraux, sur les grands tours, est-ce que l'avenir c'est pas juste de tout miser sur Enric Mas? Je suis un peu inquiet. Pourquoi? Je suis un peu inquiet quand on voit le recrutement de la Movistar pour la saison prochaine, notamment avec Miguel Angel Lopez. Je suis un petit peu inquiet dans le sens où s'ils veulent continuer leur triptyque, ça va faire chier. S'ils arrivent à répartir correctement leurs coureurs, parce qu'ils commencent à avoir une équipe qui est déjà solide, mais qui vont cette année, pour la saison qui arrive, l'enrichir de bons coureurs, s'ils arrivent à les splitter, à les séparer avec des objectifs différents sur les grands tours, là ça va devenir très intéressant. Mais entre guillemets, il faut isoler chaque leader sur son programme de course et arrêter de venir avec une armada et de jouer sur un trio qui en gros, qui enferme l'équipe dans un schéma qui est pas très constructif et pas très, on va dire, sain sportivement. Alors oui, tu parles de Miguel Angel Lopez, c'est pas officiel, mais ça fait partie des rumeurs pour rejoindre l'équipe espagnole. Pour l'instant, c'est vrai que le recrutement est un petit peu compliqué, surtout avec le fait que Eusebio Unzué, le directeur de l'équipe Movistar, est en froid avec Michele Aquadro, qui est l'agent de nombreux coureurs cyclistes colombiens notamment. Anselme ? Ouais, moi je pense que ce serait une erreur de tout miser sur Enric Mas, dans le sens où ils l'ont fait avec Valverde, mais Enric Mas, il n'a pas cette capacité de Valverde à ramener beaucoup de bouquets, être performant sur beaucoup de terrains. Enric Mas, c'est avant tout un coureur de grand tour, mais miser tout sur lui, sur l'ensemble de la saison, ce serait pour moi un peu... ce serait une erreur. Passons enfin, pour finir ce podcast, à nos coureurs français, qui se sont un petit peu mis en évidence tout de même, avec 3 coureurs notamment. On commence par Rémi Cavagna, qui a été élu le coureur le plus combatif de ce Tour d'Espagne, avec plusieurs échappées. On a Guillaume Martin, meilleur grimpeur, et qui remporte donc le maillot à pois bleu, qui succède à un autre Français, Geoffrey Bouchard. Et enfin, David Gaudu, 8e du classement général, et vainqueur de 2 étapes, à la Farapona et à la Covatia. Au final, c'est plutôt un bon Tour d'Espagne pour nos coureurs français, en somme. Je sais pas. Je serais pas aussi...
si on regarde uniquement comme ça sur le papier, oui, c'est bien. Mais après, Gaudu, vient faire son premier top 10 sur un classement général. Il gagne 2 étapes, certes, mais c'est 2 étapes qu'il prend en échappée. Et il a jamais été vraiment capable de se mêler parmi aux prétendants à la victoire finale. Il a toujours été dans un 2e, voire 3e rideau. Et son top 10 au général, il vient le chercher grâce aux échappées. Donc, c'est bien comme ça sur le papier. Il a son top 10. Mais de Gaudu, j'en attends un peu plus qu'un simple top 10 en échappée à la Daniel Navarro. Pour moi, c'est un coureur qui doit être plus présent, qui doit se rapprocher vraiment du top 5 à la pédale. Et donc, cette Vuelta, je suis plus mitigé sur Gaudu. Donc, à voir ce qu'il donnera sur d'autres grands tours où il aura le leadership. Mais cette Vuelta, elle n'est pas aussi bonne que ce que certains peuvent dire. Cavagna, c'est pareil. Il a été très bon en échappée. Mais pour moi, le chrono, c'est un échec pour lui. Il semblait avoir pris du niveau là-dessus. Alors oui, il y avait une côte. Mais il est battu par Armirail sur le chrono. Il a été battu par des types comme Oliveira qui sont des rouleurs confirmés. Mais Cavagna se place maintenant comme un très bon coureur de chrono. Et je pense moi j'ai été déçu de sa part. Je m'attendais à mieux. Alors après, il a fait de très bons barreaux d'honneur parce qu'il n'a pas gagné. Mais il a fait de très gros numéros face au peloton. Mais c'est pareil, son chrono un peu en deçà de mes attentes fait qu'il y a de bons enseignements à tirer. Mais il y a encore un peu de chemin pour que ça devienne vraiment le coureur que j'attends en termes de rouleur. Guillaume Martin, par contre, il a fait une saison énorme, que ce soit son Dauphiné, son Tour de France. Là, sur cette Vuelta, il a attaqué quasiment, les 2 dernières semaines de course, il était tout le temps devant. Il allait chercher son maillot de grimpeur, il a fait ce qu'il fallait. Il s'est battu. Il a même pris des points alors que le maillot était déjà assuré. Alors ça lui coûte sûrement une victoire d'étape, mais ça monte. Après un Tour de France où il a lutté pour le général, avant de s'écrouler sur la fin, il a montré qu'il avait encore du jus pour se donner sur cette Vuelta. Et donc je pense que c'est dans ce rôle-là dans ce registre-là, faut qu'il évolue de baroudeur grimpeur. Lui, je pense pas, contrairement à Gaudu, qu'il puisse aller chercher beaucoup de top 10 autrement qu'en tentant des coups de loin, des échappées. Ce qui est en même temps l'occasion de chercher des victoires d'étape et des modes grimpeurs. Je pense pour moi, Martin a le profil du baroudeur grimpeur. Et c'est là-dedans que j'espère le voir performer par la suite. Brice, qu'est-ce que tu retiens de ce Tour d'Espagne des coureurs français ? Alors il y a beaucoup de choses, il y a des bons enseignements à tirer. J'ai juste l'impression qu'avec les Français sur cette Vuelta, on a voulu se voir plus beau que ce que l'on est avant même que la course se déroule. C'est-à-dire que on laisse pas forcément, dans les commentaires, dans les attentes, on laisse pas forcément le temps au temps. Et donc c'est-à-dire que David Gaudu, qui est un excellent coureur, eh bien on a tout de suite placé en lui des attentes qui étaient peut-être démesurées ou peut-être trop lourdes pour une première en tant que leader entre guillemets. C'est-à-dire il y avait beaucoup de suiveurs qui disaient oh là là, Gaudu il va pouvoir rivaliser avec les meilleurs ou il va tout fracasser, etc. Attendons de voir déjà. C'est un petit peu la même chose avec Rémi Cavagna. On le sait, c'est un excellent coureur, très bon coureur contre la montre. Et avant même que le chrono se court, on pouvait dire que Rémi Cavagna allait gagner, qu'il pouvait rivaliser, etc. Alors que c'est un excellent coureur contre la montre, mais on a du monde autour, on a aussi un mur de 1 km 800 à l'arrivée. On a beau dire oui, ça correspond à ses caractéristiques, il est capable d'engloutir cette montée facilement. Voilà, j'ai l'impression qu'on a été très optimiste et tant mieux. Il vaut mieux être comme ça avec notre cyclisme tricolore parce qu'il nous le rend bien. Mais parfois j'ai l'impression qu'on a été un petit peu déraisonnable dans notre lecture de course des Français. Mais à côté de ça, Rémi Cavagna confirme que c'est juste une machine de guerre. Il va peut-être falloir qu'il trouve un petit peu son registre parce que prendre des échappées comme ça et essayer de faire des barous jusqu'au dernier kilomètre ou dernier kilomètre des étapes, ça va un moment. Mais après, il faut aussi aller scorer ou faire ça de manière plus optimale, on va dire. David Gaudu, complètement d'accord avec ce qu'a dit Anselme sur le fait
Il est 8e, pas forcément à la pédale, c'est-à-dire qu'il est en 2e, voire 3e rideau. Ce que je retiendrai de David Gaudu, c'est l'intelligence avec laquelle il a gagné ses étapes. Il a joué futé, il a joué mature. Donc ça en dit long sur l'expérience qu'il a déjà acquise, évidemment son expérience qui lui est propre, l'expérience de son duo avec Thibaut Pinot, mais de son staff au sein de la Groupama FDJ. Donc ça, c'est un côté qui est très rassurant. Il manœuvre très calmement. Donc voilà, ça c'est vraiment un élément à retenir. Philippe Mauduit ou Thierry Bricot, un des deux directeurs sportifs, disait qu'au classement général, de toutes les manières, David Gaudu ne pouvait pas espérer mieux. Donc peut-être que là, on est un petit peu déçu, qu'il joue un petit peu à retardement sur le classement général. Mais apparemment, en fonction de la forme qu'il avait, il ne pouvait pas bien espérer mieux. En tous les cas, c'est une très bonne Vuelta et il sauve un petit peu la Groupama FDJ. Un petit clin d'œil à Bruno Armirail. Je sais que Mathieu, tu en avais parlé quand on avait fait le podcast de présentation de la Vuelta. Tu avais mentionné Bruno Armirail et il a fait une fin de Vuelta absolument astronomique. Et pour terminer très rapidement sur Guillaume Martin, faut pas se voiler la face. Il y a eu une lutte, quelques étapes pour le maillot à pois. Après, c'était plutôt acquis. Donc, effectivement, il a très bien joué. Est-ce que, encore une fois, c'est pas un maillot de consolation? On peut se poser la question. Même si, encore une fois, il a très bien manœuvré, il a été souvent à l'attaque. Mais peut-être que Guillaume Martin, au bout d'un moment, il va falloir qu'il score. Donc, il a franchi un palier. En 2020, il a vraiment franchi un palier. C'est de très bon augure. Après, en tant que coureur français, on a du mal à laisser le classement général. C'est-à-dire que soit il fallait lâcher une bonne fois pour toutes, mais il avait toujours le cul un petit peu entre deux chaises. Et ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, c'est pas grave. Il a emmagasiné, il a pris de la caisse, il a pris de l'expérience. Mais voilà, si on veut chasser les étapes, mener une course offensive, il faut apprendre à perdre beaucoup de temps sans se sentir dévalorisé. Et c'est peut-être ce que n'a pas su faire ou pu faire Guillaume Martin sur cette Vuelta. Par rapport à David Gaudu, pour finir un petit peu, quand on regarde un petit peu en arrière, en septembre, il était quand même bien mal en point sur le Tour de France. Il avait chuté dès la première étape. Au final, cette Vuelta, c'est quand même un très bon résultat par rapport à ses performances depuis la reprise en août. C'est pour ça que ses directeurs sportifs ont précisé qu'avec la forme qu'il avait, il ne pouvait pas bien espérer mieux. Non, ça va surtout lui servir de déclic parce que sa saison a été compliquée, comme à Thibaut Pinot. Tu fais bien de mentionner son Tour de France à David Gaudu. À mon avis, le déclic de David, il est sur cette Vuelta 2020. Et on le voit quand on dit que ça a peut-être été une course déclic. Rien que dans ses déclarations depuis ces dernières 24-48 heures, il se met à parler d'une possible volonté, envie d'aller gagner le Tour de France, ou en tous les cas d'essayer, même s'il n'en a pas forcément il dit j'en ai peut-être pas les capacités, mais voilà, j'aimerais bien un jour que ça rentre en ligne de mire dans ma carrière. On n'avait pas senti chez le jeune coureur français de tels propos par le passé, donc c'est bien, ça donne des idées, ça pousse, et c'est génial pour le cyclisme français. Et bien voilà, on arrive tranquillement mais sûrement à la fin de cet épisode de Chasse Patate. Nous avons donc fini de parler de la saison cycliste sur route 2020, et à présent on abordera dans les prochains épisodes un petit peu le bilan de cette saison. Le prochain épisode, ce sera donc la semaine prochaine, on vous l'annonce dès à présent. On parlera des récompenses un petit peu, des meilleurs coureurs de cette saison. On abordera le sujet des awards du groupe Eto qui sont en ligne depuis quelques semaines. On vous invite à aller voter sur le forum du groupe Eto pour récompenser le meilleur coureur de la saison, la meilleure coureur également, avec plusieurs disciplines, le meilleur sprinter, le meilleur flandrien, le meilleur coureur autre discipline que la route également. Donc, merci déjà Anselme et Brice d'avoir été avec moi ce soir. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et vous, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour le prochain épisode de Chasse Patate. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Chasse Patate.